16e sommet de la francophonie ouvert hier à Madagascar s'est achevé cet après-midi. Pendant ces 2 jours, les dirigeants de la communauté francophone ont discuté des mesures pour promouvoir la croissance partagée et le développement. Une mission du conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation vient de séjourner à Abidjan. Selon la mission, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour un décaissement de fonds en 2017. L'université Alassane Ouattara de Bouaké vient d'abriter la rentrée solennelle des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce plusieurs innovations. En France, la victoire de François Fillon à l'élection primaire de la droite et du centre se confirme de plus en plus. Selon les résultats partiels, l'ancien Premier ministre remporte 69,5% des voix contre 30,5% pour son adversaire Alain Juppé. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Le 16e sommet de la francophonie s'est achevé aujourd'hui à Madagascar. Les dirigeants du monde francophone estiment que l'organisation doit prendre un nouveau virage, le virage des actions concrètes pour garantir la paix, la stabilité au sein de l'espace francophone. La francophonie, désormais dirigée par le président malgache, entend faire la part belle aux jeunes, aux femmes et aux petites et moyennes entreprises. Le reportage sur place d'Adama Koné. Le 16e sommet de la francophonie a pris fin à Antananarivo ce dimanche après-midi dans la capitale malgache avec une forte conviction des 2000 délégués de changer la face de l'espace francophone. Les chefs d'État, de gouvernement et chefs de délégation des 80 pays participants ont pris l'engagement de s'appuyer sur la communauté de langues pour bâtir un espace économique homogène et solidaire. C'est que, comme l'a signifié à la cérémonie de clôture, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, la réponse à l'insécurité, à l'immigration clandestine, au pessimisme de la jeunesse et à la pauvreté se trouve dans le développement économique. Il s'agit de donner surtout de l'espoir aux jeunes et aux femmes dans une communauté plus juste dans la répartition des richesses. C'est pourquoi la première action après ce sommet sera de renforcer l'entrepreneuriat en favorisant les initiatives économiques portées par les jeunes et les femmes. Cela passe par leur professionnalisation. Des centres incubateurs seront installés dans les pays en voie de développement après le centre pilote de Antananarivo en activité. Convaincu que la croissance ne sera tirée que par les petites et moyennes entreprises PME, la francophonie en deuxième action veut retrousser les manches en faveur d'un financement de poids à ces structures. Troisièmement, les chefs d'État et de gouvernement entendent mettre les opérateurs économiques en liaison. L'avantage est de détecter les zones de production et les marchés d'écoulement. Pour cela, la libre circulation des capitaux et des compétences est nécessaire. La 4e recommandation porte sur l'aide à la labellisation des productions de sorte à capter de nouveaux marchés plus exigeants. Au terme des travaux, il a été décidé que dans 2 ans, en 2018, le navire francophonie, désormais piloté par le président malgache Eri, parte des côtes de cette île de l'océan Indien pour accoster en Arménie, ancien État de l'Union soviétique, où se tiendra le 17e sommet avant la Tunisie en 2020. Désormais, l'espace francophone s'élargit à la Nouvelle-Calédonie, à l'Argentine, à la Corée et au Canada, portant à 84 le nombre de pays membres. La jeunesse dans l'espace francophone, le sujet a été également abordé à Madagascar. Le 16e sommet a consacré une journée à la jeunesse, son rôle, sa place dans la francophonie, la lutte contre le chômage qui passe par l'entrepreneuriat. On en parle avec notre reporter Awa Touré. Rendez-vous en Côte d'Ivoire en 2017 pour les jeunes de la francophonie. Les jeunes au cœur du 16e sommet de la francophonie pour valoriser leur créativité, leurs idées, leurs solutions et leur vision du monde. La francophonie veut ainsi faire des jeunes les acteurs incontournables du développement dans l'espace francophone. Pour la première fois, une vingtaine de jeunes francophones âgés de 21 à 30 ans ont été associés aux travaux du sommet. Depuis Dakar, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés
à accroître la participation des jeunes dans les instances de décision de la francophonie. C'est à ce titre-là que nous nous sommes réunis, tous les jeunes de la francophonie, d'abord à travers une consultation en ligne, puis en Europe occidentale et centrale, et après dans l'océan Indien. Nous avons terminé à Paris pour produire une déclaration, montrer aux chefs d'État et de gouvernement qu'ils ne se sont pas trompés en faisant confiance à la jeunesse, et la jeunesse est déterminée à montrer le rôle majeur qu'elle a à jouer dans la construction d'un monde meilleur, dans la construction d'un monde de solidarité, dans la construction d'un monde vraiment équitable. La jeunesse a également été mise en valeur à l'occasion d'une journée entièrement consacrée aux jeunes, le 25 novembre au village de la francophonie. Une journée marquée par l'organisation de plusieurs panels. Libre Ensemble, une plateforme d'interaction entre les jeunes et de volontariat, la jeunesse au cœur des solutions, la promotion de l'auto-emploi et le financement participatif des projets jeunes. Les jeunes sont au cœur du dispositif institutionnel. Toutes les initiatives qui doivent être prises avec eux. Et nous sommes d'accord avec ce message que les jeunes veulent passer. Il nous a été donné l'opportunité de nous exprimer sur le sujet pour leur dire qu'il est important qu'ils prennent leur part entière dans ce développement en matière d'emploi, mais aussi dans la communauté en ce qui concerne leur engagement citoyen pour impacter leur environnement, mais surtout pour le développement durable. Après sa participation au 16e sommet de la francophonie, c'est une jeunesse en marche, une jeunesse des solutions qui prend la parole pour devenir une force francophone de construction et de développement durable. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce 16e sommet de la francophonie qui a refermé, je rappelle, ses portes aujourd'hui à Madagascar. Le prochain sommet aura lieu en Arménie en 2018 et la Tunisie accueillera celui de 2020. Une mission du conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation vient de séjourner à Abidjan. Elle est venue évaluer la mise en œuvre des réformes sur la bonne gouvernance engagées par l'État ivoirien dans le cadre du programme qui devrait déboucher sur l'octroi d'une subvention d'environ 300 milliards de francs CFA par le Congrès américain. Et selon la mission, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie et le décaissement des fonds pourrait intervenir l'année prochaine. Mahama Traoré, Jean-Jacques Kwame. La Côte d'Ivoire, déclarée éligible au programme compact du MCC, Millennium Challenge Corporation. C'était en décembre 2015. Près d'un an plus tard, le pays attend toujours les retombées de cette initiative du gouvernement américain visant à lutter contre la pauvreté dans les pays en voie de développement. Il n'y a rien qui bloque le progrès, le processus de développement du compact. Et je peux dire que quand c'est un don du peuple américain au peuple ivoirien, c'est très important qu'on fait vraiment un développement très détaillé et on est assuré que l'argent sera bien dépensé. C'est pourquoi ça prend du temps. Ce temps permet également à la direction du MCC d'évaluer l'état de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. En la matière, le pays est un bon élève selon les États-Unis, avec 14 indicateurs au vert sur les 20 définis par le système d'évaluation du MCC. Des progrès qui ont valeur de sésame pour le déblocage de l'enveloppe du programme compact. Si le comité d'investissement approuve ce compact, donc on va soumettre le compact à notre conseil d'administration en septembre l'année prochaine. Et puis juste après l'approbation par le conseil d'administration, on peut signer le compact. Une fois signé, le programme compact permettra à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'une aide d'environ 300 milliards de francs CFA sur 5 ans pour financer des projets structurants dans les infrastructures, le développement humain et la bonne gouvernance. L'État a versé plus de 10 milliards de francs CFA pour réparer les préjudices subis par certaines administrations et des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. L'information a été donnée par le Trésor public qui vient justement d'organiser un séminaire à Grand-Bassam et selon l'institution, les recours judiciaires coûtent cher à l'État ivoirien. Le ministre chargé de l'économie et des finances invite les fonctionnaires et agents de l'État au respect de la loi. Francis Boifo. Les condamnations pécuniaires infligées à l'administration publique impactent négativement l'équilibre financier de l'État. 10 milliards de francs CFA versés par le Trésor public ces 6 dernières années.
Le séminaire de Grand Bassam a adopté d'importantes résolutions pour réduire ces sanctions. Plus de collaboration entre l'agence judiciaire du Trésor et les autres administrations qui exercent une attribution concurrente et l'ensemble des acteurs de l'administration. Faire en sorte que les condamnations qui auront été prononcées et qui prendront leur source dans les faits fautifs d'un agent de l'administration soient mises à la charge définitive de cet agent. Aux fonctionnaires et agents de l'État, le ministre chargé de l'économie et des finances plaide pour un changement de comportement en vue de sauvegarder les intérêts nationaux. Souvent la volonté d'aller vite fait que certains de nos compatriotes transgressent ce qui doit être respecté. Tout ce qui se fait sur le sol ivoirien obéit à une loi, donc il faut respecter la loi. Quand vous ne respectez pas la loi, vous êtes souvent condamné. Pour mieux représenter l'État devant les tribunaux, le séminaire de Grand Bassam encourage la création dans les différents départements ministériels d'une direction des affaires juridiques et du contentieux. Jean-Marie Aka a pris les rênes du patronat ivoirien. Son prédécesseur, Jean Kakou Diagou, lui a officiellement passé la main. Le nouveau patron de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire était l'invité du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Fatou Fofana. Quelle est sa vision de la CGC qui fédère 1500 entreprises avec 14 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et plus de 200 000 emplois? Pour nous faire une idée, je vous invite à voir un extrait de leur entretien. Quand on parle de environnement des affaires, bien sûr, on touche à tous les domaines, aussi bien le cadre juridique, on a cité tout à l'heure le tribunal de commerce, mais également le cadre fiscal, qui est un pan important de l'environnement des affaires. Nous avons contribué avec le gouvernement, au niveau de la CGEC, à une étude importante d'analyse du système fiscal ivoirien. Les travaux de cette étude ont été versés au gouvernement, bien sûr, vus sous l'angle du secteur privé, et le gouvernement est en train d'en faire sa lecture, vue sous l'angle donc du gouvernement, et nous nous attacherons sur les prochains mois, dans le cadre de ce partenariat tout à fait objectif et fécond que nous entretenons avec le gouvernement, à monitorer l'ensemble de ce travail pour voir quelles sont les mesures qui pourront être retenues pour une fiscalité gagnant-gagnant avec l'État, entre l'État et les partenaires privés. Une fiscalité qui réponde aux soucis du secteur privé de rechercher un allègement de la charge fiscale et qui soit en même temps compatible avec les objectifs de l'État. Revenons sur le salon des infrastructures d'Abidjan qui vient de refermer ses portes. La question des routes dégradées, impraticables a été évoquée. Quelles solutions envisager donc? Les participants à ce salon proposent la construction des routes en béton. Cette alternative trouvée reviendra moins cher à l'État ivoirien. Les routes en béton, une solution économique et de qualité durable que le bitume conventionnel. Voyons les explications de Sylvie Touré. Le béton, une solution économique pour le revêtement des routes. Réduction des nids de poules, résistance au climat, à l'érosion, aux agressions chimiques, les routes et autoroutes en béton sont plus avantageuses selon les experts. Pour les chaussées en asphalte, c'est-à-dire en enrobé, la durée de vie est environ 15 ans. Pourtant, avec les constructions en béton, on peut construire des chaussées qui vont durer 30 ans, 40 ans et voire plus. Un autre avantage, c'est qu'avec les matériaux en béton, après la durée de vie de la chaussée, on peut recycler entièrement le matériau. Route en béton, la matière première, c'est le ciment. Les acteurs se disent prêts à épauler l'État qui a entrepris depuis 2011 un vaste chantier de revêtement et de construction de routes. Nous avons les producteurs expérimentés avec une technologie suffisante. Nous avons les qualités de ciment qu'il faut dans notre pays et donc pour faire cette technologie, ça ne nécessite pas, je dirais, des grands équipements. 280 milliards de francs CFA, c'est la somme que doit lever chaque année le Fonds d'entretien routier
pour la remise en l'état du patrimoine routier. Pour le patron du fer, la durabilité des voiries devient une question essentielle. Il faut adopter la stratégie d'entretien qui soit parfaitement mise en adéquation avec ces questions de durabilité. C'est pourquoi les contrats pluriannuels à niveau des services semblent bien indiqués et permettent de mettre nos entreprises à l'abri d'un certain nombre de manques de financement et des problèmes d'avenant. La Côte d'Ivoire dispose de 82 000 km de routes, premier réseau routier le plus important de la sous-région. Plus de 60% de ces voies sont dégradées. Il faut 4 000 milliards de francs CFA pour les remettre en l'état d'ici à 2020. Les routes en béton, moins onéreuses, ouvrent donc un boulevard vers la concrétisation de cette ambition. L'univers audiovisuel s'agrandit en Côte d'Ivoire. Il enregistre depuis plus d'un mois la présence de Star Times, un groupe chinois de télédistribution. Cette entreprise est déjà présente dans une trentaine de pays africains et commercialise des bouquets de chaînes de télévision satellitaires à coût réduit. Et elle entend faire de la Côte d'Ivoire, notre pays, un pôle stratégique de son développement sur le continent. Et la RCI est au cœur d'une telle vision. Des bouquets de chaînes satellitaires disponibles à partir de 4 500 francs CFA. Une offre proposée par StarTime, une entreprise chinoise spécialisée dans la télédistribution. L'offre n'a pas tardé à séduire les téléspectateurs ivoiriens. Résultat, en moins de 2 mois d'activité, le télédistributeur totalise plus de 10 000 abonnés. L'objectif de StarTimes est simple, c'est de permettre à chaque foyer ivoirien d'avoir accès à la télévision numérique avec un bon prix abordable. Ce sont des produits de qualité avec des technologies qui sont adaptées aux pays tropicaux. C'est-à-dire que s'il pleut, vous aurez toujours l'image restera fixe. Vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Déjà implantée dans une trentaine de pays africains, l'entreprise chinoise place la Côte d'Ivoire au cœur de sa stratégie de développement. Elle envisage même la construction à Abidjan du plus grand centre de production et de doublage de l'Afrique francophone. Une ambition qui a déjà pris forme avec le partenariat signé avec la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Ce partenariat va reposer sur un échange déjà de contenu. On va leur fournir des matchs de la Bundesliga, le championnat allemand. Et dans le futur, je pense qu'il y aura encore beaucoup plus de collaboration. Les chaînes du groupe RTI, à savoir RTI 1 et RTI 2, se trouvent respectivement sur les canaux 734 et 735 de bouquets StarTime. Des bouquets que pourront se procurer les téléspectateurs de l'intérieur du pays à partir de janvier 2017. Reportage réalisé pour vous par Mama Traoré et Abou Sanogo. Nous partons maintenant pour l'université Alassane Ouattara de Bouaké qui vient d'abriter la rentrée solennelle des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé plusieurs innovations pour le rayonnement de ces universités et grandes écoles. Léon Bro. Étudiants et personnalités du monde universitaire de Côte d'Ivoire et de la sous-région, auditeurs du professeur Kwakunge François, premier président de l'université Alassane Ouattara. Leçon du jour, l'enseignement supérieur face aux défis de l'insertion professionnelle des diplômés. Nous sommes à la rentrée solennelle des universités et grandes écoles ivoiriennes. L'expert relève le dysfonctionnement et propose une refonte du système universitaire pour intégrer l'entrepreneuriat. Objectif, garantir l'emploi des diplômés, une démarche en phase avec celle de la tutelle qui annonce pour l'année 2016-2017 des innovations. Le premier programme est relatif au prix spécial du président de la République pour la science et l'innovation. Le deuxième programme est le fonds d'appui à la promotion de la femme enseignant-chercheur. Le troisième programme concerne le fonds d'appui pour la recherche et l'innovation ouvert aux hommes comme aux femmes. Sur le bilan des années écoulées, universitaires et leurs tutelles sont unanimes quant aux acquis, entre autres valorisation de la prime de recherche, création d'un pôle scientifique et d'innovation au sein des universités et grandes écoles, acquisition d'équipements de travaux pratiques, partenariat avec le monde professionnel. Des exemples dont doit se servir, selon Paul Kofi, représentant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, parrain de cette rentrée solennelle, le triptyque éducation, enseignement technique et enseignement supérieur pour faire de l'enseignement le pilier fort de l'émergence de la Côte d'Ivoire.
la coopération et le partenariat interuniversitaire dans notre espace communautaire avec une ouverture sur d'autres cultures académiques, notamment par le téléenseignement et l'université virtuelle, constituent des voies à développer ou à renforcer. Invités spéciaux de la rentrée solennelle des universités, grandes écoles publiques et privées de Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso. Le groupe Zouglou Magic System veut aussi contribuer au rayonnement de l'école ivoirienne. Ce groupe, initiateur du FEMIA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, a fait don d'une école à la ville de Bangolo, c'est dans l'ouest ivoirien. L'EPP Magic System comprend 6 classes et accueille plus de 270 élèves. L'ouvrage a coûté 500 millions de francs CFA. Explication avec Eve Boué. De la magie dans les airs du quartier Wongbaye de Bangolo en cette journée mémorable du 24 novembre 2016. La raison, l'EPP Magic System, dont la première pierre a été posée en avril 2015 au cours du FEMIA 8, est officiellement inauguré. Cet établissement qui porte à 3 le nombre des écoles Magic System comprend 6 classes, un bureau directeur, 3 latrines et a ouvert ses portes en septembre dernier avec plus de 270 élèves. Une réalisation de la Fondation Magic System et de ses partenaires, dont le Conseil du Café Cacao. Nous avons des partenaires qui croient en nous, qui nous accompagnent dans la réalisation de ces œuvres. Et c'est aussi pour nous une fierté de pouvoir permettre à des milliers d'enfants d'aller à l'école et d'appuyer l'action du gouvernement qui, à partir de l'année dernière, a rendu l'école obligatoire. Des artistes qui décident de se mettre au service de leur pays, ça fait plaisir. Et comme c'est notre domaine de compétence, nous avons estimé qu'il était nécessaire de les accompagner. Un partenariat tripartite, État, organisations privées, organisations parapubliques, salué par le gouvernement et l'ensemble de la population. L'école est notre passion et notre raison d'être. Comment ne pas se féliciter alors de compter sur l'appui appréciable de ces mécènes infatigables que sont les membres du groupe Magic System. Nous avons fait un pas de géant le jour où leur route a rencontré celle de l'école ivoirienne. Et justement, la bande à Salfo et l'ensemble de ses partenaires comptent en faire plus. Les 3 écoles Magic System seront équipées en bibliothèque, en panneaux solaires et en matériel informatique. Rendez-vous est donc pris en 2017 pour l'inauguration de l'EPP Magic System de Séguéla. Mais en attendant cela, la magie continue de flotter encore dans les airs de Wongbaye. On parle maintenant santé. Après le Zimbabwe en 2015, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'abriter la 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles. La rencontre aura lieu en décembre 2017 et en attendant ce rendez-vous, le gouvernement ivoirien et la société africaine anti-sida s'activent. Le logo de la conférence a été présenté. Serge Kolia pour le reportage. C'est le logo de la 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA. La carte de l'Afrique et à l'intérieur, un éléphant. Le tout pour montrer que ICASA 2017 se déroule sur les bords de la lagune Ébrié. Du 4 au 9 décembre 2017 pour cette rencontre internationale biennale sur le sida. Alors, tenue à Abidjan de la première réunion du comité directeur international qui vise à élaborer le programme de la conférence. We succeed to have a final theme and logo. Il reste encore quelques réglages à apporter à la thématique et au logo, ce qui sera fait dans une semaine. Quant au budget, il est évalué à environ 2 milliards de francs CFA. Et nous attendons 6 000 participants. Donc, si nous travaillons bien, tout sera possible. Cela par une stratégie de communication bien organisée qui va permettre de toucher le maximum de bailleurs de fonds. Pendant 2 jours, experts locaux et internationaux ont pu discuter et finaliser le plan de travail de ICASA 2017. Il reste encore 2 autres réunions pour tracer les sillons de ce rendez-vous partage d'expériences pour trouver enfin une solution à la problématique du sida sur le continent africain.
Je vous propose de revenir sur la nuit du samedi 12 novembre qui a été des plus sombres pour la communauté catholique de l'église Saint-Marc de Yopougon. Et pour cause, un incendie a ravagé la paroisse, tout est parti en feu. Les dégâts se chiffrent à des centaines de millions de francs CFA. Les fidèles chrétiens et leurs curés appellent à l'aide les bonnes volontés pour la reconstruction de leur lieu de prière. Serge Coléa. La communauté catholique Saint-Marc de Yopougon-Trois-Rouges n'a plus de paroisse. Le grave incendie, déclenché dans la nuit du samedi 12 novembre dernier, a ravagé l'édifice religieux. Le feu est parti de la sacristie, les enquêtes sont en cours. Nous attendons de voir qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce désastre. Après le passage du feu, c'est une église en ruine, entièrement dévastée. De la sacristie jusqu'au mur de la charpente, en passant par les livres, les vases et vêtements des prêtres, rien n'a été épargné. Aujourd'hui, nous vivons que de charité au niveau de Saint-Marc. Même les habits liturgiques nous ont été offerts par certains prêtres pour permettre à nos pères de faire les célébrations d'Eucharistie. Désormais, c'est un espace à ciel ouvert qui accueille les fidèles. Une vingtaine de bâches et une sono louées régulièrement pour les différentes messes en attendant mieux. Les dégâts sont importants et il faut des centaines de millions pour sauver la paroisse Saint-Marc. Il nous faut pas moins de 600 à 700 millions pour la construction de cette nouvelle église. Alors vous comprenez qu'avec la crise que nous connaissons, il est difficile aux paroissiens de faire cet effort à eux seuls. Et donc nous sollicitons l'aide des bonnes volontés pour nous aider à la construction de cet édifice religieux. C'est un véritable cri de cœur lancé par les responsables de cette paroisse qui existe depuis plus de 30 ans. Ailleurs, en France, la victoire de François Fillon à l'élection primaire de la droite et du centre se confirme de plus en plus. Selon les résultats partiels publiés par la haute autorité de la primaire, l'ancien Premier ministre remporte 69,5% des voix contre 30,5% pour son adversaire Alain Juppé. Et si cette tendance se maintient à la fin du décompte des voix, François Fillon sera le prochain candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle d'avril 2017. Notons que la participation a enregistré une hausse lors de ce second tour avec près de 3 millions d'électeurs qui ont pris part à ce scrutin. Je vous propose maintenant le reste de l'actualité dans le monde avec le 7 sur 7, l'actualité qui retrace les faits marquants de la semaine. Et nous irons notamment en France où les résultats de la primaire ont commencé à tomber. Nous mettrons également le cap sur Cuba qui vient de perdre le père de la révolution, Fidel Castro. Le tour du monde en une semaine, c'est dans le 7 sur 7 avec Sidonie Davila. Le Nigeria n'est plus la première puissance économique d'Afrique. Le pays le plus peuplé du continent, qui compte plus de 15 000 millionnaires, est entré en récession. Au deuxième trimestre, le PIB a décliné de 2,24% sur un an, selon le Bureau national des statistiques publié lundi. Contrairement à sa promesse de campagne, Donald Trump ne poursuivra pas l'enquête sur l'affaire des courriels privés d'Hillary Clinton, a affirmé le mardi l'ex-directrice de campagne du président élu. Donald Trump, qui avait promis de jeter sa rivale en prison, dit désormais vouloir aller de l'avant. Le Maroc et plusieurs pays arabes se sont retirés mercredi du sommet afro-arabe de Malabo. Ils protestent ainsi contre la présence à ce sommet de représentants du Front Polisario. Le Maroc, qui considère le Sahara occidental comme son territoire, ne reconnaît pas le Front Polisario qui le lui dispute. Il a d'ailleurs introduit une requête de retrait de cette organisation de l'Union africaine, condition de son retour. Au Burkina Faso, les militaires sont à nouveau autorisés à entrer au gouvernement. Jeudi, le Parlement a voté un amendement en ce sens. Cette possibilité leur avait été ôtée par le Conseil national de la transition mis en place après la chute de l'ex-président Blaise Compaoré. Désormais, de nombreux hauts gradés de l'armée burkinabé pourront prétendre à des postes au sein du gouvernement. Le père de la révolution cubaine, Fidel Castro, est décédé vendredi soir à La Havane à l'âge de 90 ans. 9 jours de deuil national décrétés par les autorités. Les cendres feront le tour de La Havane le samedi prochain.
Les hommages aux leaders maximaux affluent de par le monde. Samedi, les manifestants anti-Pagan ont encore pris d'assaut la grande place de Séoul. Il serait au total 1,5 million dans la capitale et plus de 2 millions à battre le pavé dans tout le pays. Une mobilisation massive et historique pour réclamer la démission de la présidente, engluée dans un immense scandale politico-financier. Elle est accusée par la justice de complicité dans une affaire d'extorsion de fonds à des entreprises. Qui de François Fillon et d'Alain Juppé sera le candidat des Républicains à la présidentielle de 2017? Ce dimanche, les Français ont voté pour le second tour de la primaire. Ils devront départager ces deux finalistes, François Fillon, donné favori dans les sondages à Alain Juppé. C'est donc ce dimanche soir que la droite française connaîtra son candidat à la présidentielle de 2017. Voilà, et je précise que la victoire de François Fillon à cette élection primaire de la droite et du centre se confirme de plus en plus, puisque selon les résultats partiels publiés, l'ancien Premier ministre a remporté 69,5% des voix contre 30,5% pour son adversaire Alain Juppé. Allez, l'actualité ne s'arrête pas, elle continue. Merci à vous tous de votre aimable attention.